Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de cours dédiée aux intégrales impropres. Aujourd'hui, nous allons parler plus spécifiquement du changement de variable. Très peu de cours aujourd'hui puisque la séance consistera essentiellement en la présentation d'un théorème et ensuite de deux exemples d'application, ce qui vous permettra de prendre les bonnes habitudes de vérification des hypothèses, de pratique du changement de variable pour éviter les erreurs d'une part de calcul et d'autre part de rigueur. Et on commence donc par l'énoncé du théorème. Pour cela, comme toujours, quand on parle de calcul intégral, il nous faut une fonction. Donc, on considère une fonction f continue sur un intervalle AB ouvert. Petite précision, dans toutes ces séances, pour éviter les lourdeurs de justification, à chaque fois que je parle d'un intervalle AB, A et B sont éventuellement des réels, éventuellement moins l'infini plus l'infini, et rien n'exclut que A soit plus grand que B. Donc, on considère une fonction f continue sur un intervalle AB ouvert. Et pour envisager un changement de variable, il va nous falloir, comme dans le cas d'une fonction continue sur un segment, une deuxième fonction phi. Celle-ci, de classe C1 est bijective d'un intervalle ouvert alpha-bêta sur un intervalle ouvert AB, où on suppose de surcroît que la limite quand t tend vers alpha de phi de t est égale à A, et que la limite quand t tend vers bêta de phi de t soit égale à B. Encore une fois, je rappelle que l'ordre entre alpha et bêta n'est pas imposé a priori, de même que l'ordre entre A et B n'est pas imposé a priori. Évidemment, puisque phi est de classe C1 et bijective, la fonction phi est strictement monotone. Donc, si phi est strictement croissante, l'ordre entre A et B est le même que l'ordre entre alpha et bêta, c'est-à-dire que si A est plus petit que B, alors alpha est plus petit que bêta. Mais inversement, si phi est strictement décroissante, alors l'ordre entre A et B et l'ordre entre alpha et bêta sont contraires. C'est-à-dire que si A est plus petit que B, alors alpha sera plus grand que bêta, ce qui n'est absolument pas un problème dans le calcul intégral. Et donc, sous ces hypothèses, les intégrales de AB de f de u du et l'intégrale de alpha à bêta de f de phi de t, phi prime de t dt sont de même nature, et d'autre part, en cas de convergence, sont égales. Si vous comparez ce théorème avec le théorème de changement de variable pour les intégrales de fonctions continues sur un segment, le résultat est sensiblement le même, les hypothèses sont sensiblement les mêmes. Les deux changements principaux ici, c'est qu'on impose à la fonction phi d'être bijective d'une part, et d'autre part que ces hypothèses garantissent que les deux intégrales sont de même nature, ce qui signifie que si on cherche à étudier la nature et à calculer la valeur de l'intégrale de AB de f de u du, il ne sera pas nécessaire de prouver d'abord sa convergence. On pourra effectuer le changement de variable et s'intéresser dans un deuxième temps à la nature de l'intégrale d'arrivée. Mais cependant, il pourra être parfois intéressant de commencer par étudier la nature de l'intégrale de AB de f pour en déduire que la deuxième est de même nature, pour faciliter les justifications et la rédaction ensuite. Tout ça, ce sera une question de choix, ce sera une question de situation, tout dépendra essentiellement de la simplicité de la fonction f. J'insiste cependant sur le fait que, à tout moment, comme toujours quand on parle d'intégrale impropre, il faudra vous demander si vous avez justifié la nature de l'intégrale, et avant d'écrire une égalité, toujours se poser cette question de la convergence. Je vous propose maintenant de mettre ça en application au travers de deux exemples. Donc un premier exemple où on va s'intéresser à la nature et à la valeur de l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t plus t log carré de t. On pourrait constater que l'intégrande est de la forme u' de t fois f de u de t. Autrement dit que c'est la forme d'une dérivée de composé. Mais encore une fois, l'objectif ici n'est pas le calcul de cette intégrale à proprement parler, mais uniquement la mise en application du théorème de changement de variable au travers de deux exemples simples. On se propose donc, en s'aidant du changement de variable x égale log de t, de démontrer d'une part que l'intégrale est convergente, et d'autre part de calculer sa valeur. Comme dans tous les cas quand on applique un théorème, la première chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la vérification des hypothèses. D'une part, puisqu'il s'agit d'une intégrale, étudier la continuité de l'intégrande. Ici, la fonction qui a t associe 1 sur t plus t log carré de t est évidemment continue sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini. Le dénominateur est une somme et produit de fonctions de référence continue. Le dénominateur ne s'annule pas sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc on n'a pas de problème avec le quotient. Ensuite, on nous propose de faire le changement de variable x égale log de t. Donc dans le cadre des hypothèses du théorème de changement de variable, la fonction phi qui intervient ici est la fonction log. Et donc, on va préciser que la fonction log est une fonction bijective et de classe C1 de 1 plus l'infini sur R+. Ici, c'est une fonction de référence, donc on n'a pas besoin de justifier plus que ça. Dans le cas où le changement de variable proposé n'est pas une fonction de référence, il faudra évidemment justifier que la fonction est de classe C1 et bijective, par exemple en utilisant le théorème de la bijection. Pour pouvoir effectuer le changement de variable dans de bonnes conditions, ensuite, deux options sont envisageables. Ici, comme le changement de variable proposé est de la forme x, donc nouvelle variable égale log de t, donc la nouvelle variable exprimée en fonction de l'ancienne variable, on pourrait d'une part, puisque la fonction est bijective, inverser le changement de variable en disant que x égale log de t équivaut à t égale e puissance x, ce
qui permet plus simplement dans l'intégrale de remplacer tranquillement t par exponentielle x et dt par exponentielle x dx, puisque la dérivée d'exponentielle x est égale à exponentielle x. Mais la deuxième option est de faire apparaître les différents éléments du changement de variable. Puisqu'on pose x égale log de t, on remarque que dans l'intégrale, il y a déjà un log de t, donc lui pourra être remplacé directement par x. Et ensuite, la question est de se demander qu'est-ce qu'on fait du reste. Or, ici, on peut remarquer qu'en fait, le t qui est au dénominateur peut être factorisé, et que l'intégrande est en fait égale à 1 sur 1 plus log carré de t fois 1 sur t, et le 1 sur t qu'on a fait apparaître ainsi correspond exactement à la dérivée de log de t. Ce qui nous permet d'affirmer maintenant, en effectuant le changement de variable x égale log de t, et donc dx égale dt sur t, d'une part que les intégrales de 1 à plus l'infini de dt sur t plus t log carré de t, et de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x au carré sont de même nature, et d'autre part, qu'elles sont égales en cas de convergente. Attention, comme toujours quand vous allez faire un changement de variable, pensez à 3 points, gardez en tête qu'il y a 3 points à vérifier, et ça vous évitera des erreurs ou des oublis qui sont extrêmement classiques. Premier point à vérifier, les hypothèses. La fonction doit être bijective et de classe C1 d'un certain intervalle sur un autre. Pensez toujours à vérifier quel est l'intervalle de départ et l'intervalle d'arrivée, ce qui dépendra essentiellement de la forme du changement de variable proposé. Ici, x égale log de t, nouvelle variable en fonction de l'ancienne. L'ensemble de départ de la fonction log correspond ici à l'intervalle d'intégration de la première intégrale, donc 1 plus l'infini. Et l'ensemble d'arrivée correspond à son ensemble image. Donc, puisque la fonction est croissante et que log de 1 est égal à 0 et que log tend vers plus l'infini en plus l'infini, l'ensemble d'arrivée va être R+. Inversement, si on avait proposé le changement de variable sous la forme t égale phi de x, dans ce cas-là, c'est l'ancienne variable qui est exprimée en fonction de la nouvelle. Et donc, l'intervalle d'intégration de la première intégrale correspond à l'ensemble d'arrivées. Et il s'agira de chercher des antécédents par la fonction phi. Encore une fois, ce genre de problème, dans le cas des intégrales impropres, en fait, pourra être assez facilement détourné. Puisque la fonction changement de variable doit être bijective, il sera assez facile en général d'exprimer d'une part x en fonction de t et d'autre part t en fonction de x pour avoir les avantages des deux sens. Maintenant qu'on sait que les deux intégrales sont de même nature et égales en cas de convergence, la question qui va se poser c'est laquelle des deux intégrales va être plus simple à étudier en termes de nature. Si vous regardez l'intégrale d'arrivée, il est relativement simple de constater qu'on connaît une primitive de 1 sur 1 plus x carré. Donc il n'est pas intéressant de s'intéresser à la nature de la première intégrale et on va directement s'intéresser à la deuxième. Et donc puisqu'on s'intéresse à la nature et à la valeur d'une intégrale impropre, on commence par s'intéresser à l'intégrale partielle. La fonction qui a x associée 1 sur 1 plus x carré est connue pour être continue sur R+, est aussi connue surtout pour être la dérivée de la fonction arctangente. Donc on sait que l'intégrale de 0 à y de dx sur 1 plus x carré est égale à arctangente y moins arctangente 0, mais arctangente 0 est égale à 0, donc l'intégrale partielle est égale à arctangente y. Et là, émotion, on connaît la limite quand y tend vers plus l'infini de arctangente y, qui est égale à pi sur 2. Donc l'intégrale de 0 à y de dx sur 1 plus x carré tend vers pi sur 2, ce qui nous permet d'affirmer, d'une part, que l'intégrale de 0 à plus infini de dx sur 1 plus x carré est convergente, d'autre part, qu'elle est égale à pi sur 2, et donc, grâce au théorème de changement de variable, que d'une part, l'intégrale de dt sur t plus t log carré de t est convergente, et enfin surtout, qu'elle est égale à pi sur 2. Donc voilà pour ce premier exemple. Encore une fois, j'insiste sur les points fondamentaux auxquels il faut faire attention quand vous allez faire un changement de variable dans une intégrale impropre. Comme dans le cas d'un changement de variable ou dans une intégrale d'une fonction continue sur un segment, tout d'abord les hypothèses. La fonction doit être de classe C1. On rajoute ici la bijectivité pour conserver la nature des intégrales impropres. Ensuite, pensez aux bornes, c'est-à-dire l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée de la fonction changement de variable. Enfin, pensez à exprimer toujours dx en fonction de dt ou dt en fonction de dx. Évidemment, vous adaptez les lettres en fonction du nom des variables. Ensuite, bien faire attention toujours à la rigueur en termes de rédaction. Pensez toujours qu'avant d'écrire une égalité, il est fondamental de s'intéresser à l'existence des différents objets en question. Et donc, comme il s'agit ici d'intégrales impropres, à un moment ou à un autre, il va falloir justifier pourquoi une des deux intégrales est convergente. Ou bien comme ici par le calcul, et avec la limite en plus l'infini de l'intégrale partielle, ou bien sinon, en utilisant les critères de comparaison. Alors si ça est clair, je vous propose maintenant d'étudier un deuxième exemple, où on va s'intéresser maintenant à l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus exponentielle x. Et je vous propose ici d'utiliser le même changement de variable, x égale log de t, pour démontrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus exponentielle x est convergente, et pour calculer sa valeur. Donc ici, on voit qu'on est dans une situation
opposé à la situation précédente, puisque la variable de l'intégrale, c'est-à-dire ici x, est exprimée en fonction de t. Donc la fonction log, ici pour le changement de variable, bien faire attention au fait que l'intervalle 0 plus l'infini de l'intégrale correspond à son ensemble d'arrivées, puisque c'est x qui varie entre 0 et plus l'infini, c'est log de t qui doit varier entre 0 et plus l'infini, et non t. Et donc par conséquent, il va s'agir de choisir des antécédents, entre guillemets pour plus l'infini, à 0 et plus l'infini. Or, on sait que log de 1 est égal à 0, on sait que en plus l'infini, log tend vers plus l'infini, donc l'ensemble de départ, encore une fois, comme dans l'exemple précédent, sera l'ensemble 1 plus l'infini. Attachons-nous maintenant à effectuer le changement de variable. Donc tout d'abord, comme toujours pour une intégrale, l'intégrande, ici la fonction qui a x associé 1 sur 1 plus exponentielle x, est continue sur R+, on n'a pas de problème de continu, puisque le dénominateur est une somme de fonctions continues et ne s'annule pas. Ensuite, les hypothèses pour la fonction changement de variable. La fonction ln est toujours aussi bijective et de classe C1 de 1 plus l'infini sur R+, qu'elle l'était tout à l'heure. Encore une fois, avec log de 1 égale 0 et la limite en plus l'infini qui est égale à plus l'infini. Donc, les hypothèses du théorème de changement de variable appliquées en posant x égale log de t et dx égale dt sur t nous permettent d'affirmer que les intégrales de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus exponentielle x et de 1 à plus l'infini de dt sur t facteur de 1 plus t sont de même nature et égales en cas de convergence. Donc vous voyez, pour la nouvelle intégrale, comme on a posé x égale log de t, ça revient à dire que t est égal à exponentielle x, donc le dénominateur 1 plus exponentielle x devient 1 plus t, et comme dx est égal à dt sur t, le numérateur dx devient dt sur t. Attention toujours à ne pas oublier de changer aussi le dx. Alors maintenant, il s'agit d'étudier la nouvelle intégrale, c'est-à-dire l'intégrale de 1 sur t facteur de 1 plus t, d'étudier sa nature et sa valeur. L'intégrande est une fonction continue sur 1 plus l'infini, donc on peut s'intéresser à l'intégrale partielle de 1 à y. Et pour calculer l'intégrale de 1 sur 1 plus t, il va s'agir de trouver une primitive. Comme souvent quand on a une fonction rationnelle, on cherche parmi les formes de référence. Est-ce que c'est une fonction de la forme u' sur u? Ici la réponse est non, puisque la dérivée de t facteur de 1 plus t n'est pas égale à 1, et même en est relativement loin. Ou est-ce que c'est de la forme u' sur u puissance alpha? Pour les mêmes raisons, l'absence du u' ici fait que ça n'est pas possible. En revanche, quand on a des fonctions rationnelles, il est toujours bien d'avoir en tête qu'on peut essayer de l'exprimer comme somme ou différence de fractions rationnelles simples. Et quand il s'agit de 1 sur t facteur de 1 plus t, il est important de savoir que cette fraction peut assez facilement se décomposer, en remarquant que le numérateur 1 est aussi égal à 1 plus t moins t, ce qui nous permet d'écrire 1 sur t facteur de 1 plus t sous la forme 1 sur t moins 1 sur t plus 1. Et là, on se retrouve avec une expression qui est assez facilement intégrable. Par conséquent, l'intégrale de 1 à x de 1 sur t facteur de t plus 1 est égale à log de t moins log de t plus 1 pris entre 1 et x, ce qui est égal à log de x moins log de x plus 1 moins log de 1 plus log de 2. Log de 1 est évidemment égal à 0. Et comme il s'agit maintenant de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini, on regroupe les deux logs avec les propriétés du log. Je rappelle que log de a moins log de b est égal à log de a sur b. Et donc l'intégrale est égale à log de x sur x plus 1 plus log de 2, dont il s'agit maintenant de chercher la limite quand x tend vers plus l'infini. Or, x sur x plus 1 en plus l'infini tend vers 1, et on sait que la fonction log est continue et nulle en 1, donc l'intégrale partielle tend vers log de 2 quand x tend vers plus l'infini, ce qui nous permet d'affirmer que l'intégrale est convergente et égale à log de 2, et donc grâce aux hypothèses du théorème de changement de variable, que l'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus exponentielle x est également convergente et égale à log de 2. Voilà, c'en est fini pour cette séance, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je me permets donc d'insister sur le fait que comme tout théorème et exercice essentiellement basé sur le calcul, l'essentiel est ici de prendre les bonnes habitudes dès le début. Donc dans les premiers exercices que vous allez faire, ne cherchez pas à aller trop vite, prenez le temps d'appliquer les théorèmes en vérifiant les hypothèses, en faisant les calculs doucement. D'une part, ça vous permettra d'éviter les erreurs, mais surtout, ça vous permettra de prendre très vite les bonnes habitudes et ça vous garantira plus tard de limiter le risque d'erreur. J'espère que cette séance vous aura été utile. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur les intégrales impropres et les changements de variables, je vous invite à vous rendre sur mon site stéphanepretzeil.com où vous trouverez plus de compléments. D'une part, des fiches de cours avec démonstrations, des exemples et des exercices, et d'autre part, des exercices complémentaires corrigés. À bientôt, et à une prochaine fois j'espère. Au revoir.